That's one small step for man, one giant leap for mankind. La Terre, seule planète connue à accueillir la vie. Elle est le résultat de phénomènes scientifiques et de pure chance. Ce point bleu dans l'espace contient le passé, le présent et le futur de notre existence même. Il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre se formait à partir de particules issues de la création de notre Soleil. La gravité a consolidé ces particules ensemble pour former des galets qui ont ensuite formé des rochers et finalement la Terre. La Terre est la troisième planète en partant du Soleil. Une planète finalement de taille banale, orbitant autour d'une étoile plutôt blême que les humains ont eux-mêmes classée comme une naine jaune. L'homme habite la banlieue lointaine d'une galaxie anodine, perdu dans un univers si vaste qu'il ne peut même pas le concevoir dans son ensemble. La Terre orbite autour de cette étoile à une distance moyenne d'environ 149,6 millions de kilomètres. Puisqu'il y a en moyenne une planète par étoile dans l'univers, il y a probablement plus de 100 milliards de planètes rien que dans la Voie lactée, et autant dans chacune des centaines de milliards d'autres galaxies. Avec une telle profusion de planètes, comment la vie n'aurait-elle pu évoluer qu'une unique fois ? Même avec des probabilités d'apparition ridiculement faibles, l'univers pullule probablement de vie. D'autant que cet univers se transforme continuellement. Chaque jour, 275 millions d'étoiles, donc de planètes, naissent. Autant arrivent en fin de vie, et toutes sont en mouvement constant. L'homme ne peut même pas identifier sa propre position qui n'est pas fixe, à commencer par l'orbite de la Terre, fonçant autour de son Soleil à une vitesse de 100 000 km/h et dont l'humain n'a même pas conscience. Pas plus qu'il ne perçoit que son système solaire entier se propulse dans sa galaxie plus rapidement encore. Et pour finir, sa galaxie, comme toutes les autres, est elle-même en mouvement. Elle se rue vers la galaxie la plus proche, Andromède, à la vitesse de 720 000 km/h. La Terre est heureusement pour nous assez proche du Soleil pour être chaude, contrairement aux planètes gazeuses, mais pas assez proche pour que sa surface soit exposée à la chaleur extrême et au rayonnement solaire comme c'est le cas de Mercure. La position unique de la Terre dans le système solaire lui permet d'abriter des phénomènes qui n'ont encore jamais été observés autre part dans l'univers tels que les eaux de surface et la vie. Selon une théorie, une grande partie de l'eau sur Terre serait aussi vieille que sa roche, les deux s'étant formés lors des premiers jours de la Terre. En raison de la distance unique entre la Terre et le Soleil, la planète est capable de contenir de l'eau sous toutes ses formes, liquide, glacée ou gazeuse, plutôt que constamment gelée ou évaporée. Dans l'espace, la Terre est le seul endroit connu dans l'univers avec de l'eau liquide en surface, ce qui a des effets en cascade uniques sur la planète. Elle hydrate la Terre et aide ainsi à créer un sol riche en nutriments. Elle se rassemble et se regroupe pour former des océans et des systèmes d'eau douce, et ce cycle remonte même pour ajouter de l'humidité à l'atmosphère qui protège la Terre. Et là où il y a de l'eau liquide, il y a de la vie.
Il y a environ 3,8 milliards d'années, dans les océans de la Terre, la vie primitive existait sous la forme d'organismes microbiens. Ces microbes, et les milliards d'années qui ont suivi, ont donné lieu à des formes de vie plus avancées qui ont survécu dans les mers et les terres, mais aussi les cieux de notre planète. En tant que seul monde connu à abriter la vie, la biodiversité de la Terre est riche. Par son existence même, on estime à 1,5 million le nombre d'espèces et de plantes d'animaux, de bactéries, de champignons et autres à avoir été catalogués, sans compter les millions, sinon les milliards, qu'il reste encore à découvrir. Foyer de la vie, animé par l'eau, la Terre abrite un écosystème unique, aussi grand et fascinant que les événements astronomiques qui l'ont rendu possible. La question qui nous occupe aujourd'hui concerne la place de l'homme dans l'univers. La cosmologie moderne a réduit la place de l'homme dans l'univers. Faut-il en être désespéré? Avons-nous un rôle à jouer dans l'univers? L'homme a toujours voulu expliquer l'univers. Il y a environ 10 000 ans, il a émis l'idée que celui-ci découlait des actes et des vies des dieux. C'est le concept de l'univers mythique. Pour les Égyptiens, le ciel est le corps d'une belle déesse. Les étoiles constituent ses bijoux. Sa vue de face incarne le jour, son dos symbolise la nuit. Pour les Indiens, l'univers est né de la danse du dieu Shiva. La flamme qu'il tient parfois représente la chaleur qui prévalait à l'origine du monde. En Asie, ce ne sont pas les actions des dieux, mais l'interaction des deux forces populaires du yin et du yang qui façonnent le monde. Galilée avait été le premier à braquer un télescope vers le ciel en 1609, découvrant ainsi que les planètes présentent des phases qui justifient leur fonctionnement autonome. Ces observations lui permettaient de contrer le modèle copernicien. Il a dû réfuter ces déclarations, fut mis à l'index et placé en résidence surveillée. Ce n'est que récemment, il y a quelques années, que Jean-Paul II avait présenté les excuses de l'Église à Galilée, soit plus de 400 ans après sa mort. Les germes étaient semés. Un choc psychologique énorme s'était produit. Ni l'homme, ni la Terre n'étaient au centre de l'univers. Et aujourd'hui, grâce à la mondialisation, l'industrie, les connaissances, la science et la technologie, nous savons que la lumière qui nous parvient aujourd'hui de l'extrémité de l'univers observable date de la période durant laquelle les premiers hommes apparaissaient en Afrique. Des télescopes placés dans le monde entier recueillent la lumière cosmique qui nous permet de progresser dans nos connaissances. Le silence éternel des espaces infinis ne m'effraie plus. Je m'y promène avec une confiance familière. Nous habitons pas un coin perdu d'un désert farouche et impraticable. Tout le monde nous est fraternel et familier. Même nos planètes voisines ont encore des secrets à nous révéler et sont même susceptibles d'abriter la vie, de nous aider à nous comprendre, ou encore même de s'y abriter. Nous sommes ici, sur ce petit point bleu, perdu dans un rayon de soleil, seul exemple de la vie telle que nous la connaissons. Désespérément à l'affût de la trouver ailleurs, cherchant un abri à coloniser. Nous vivons dans cette grande fourmilière. Depuis la nuit des temps, l'homme a régulièrement incorporé dans son génome des centaines de gènes étrangers. Au total, il s'agit de plus de 100 000 fragments de virus, soit 10% de l'ensemble du génome humain. Finalement, l'humanité dans son intégrité même n'est rien d'autre que le fruit d'une immémoriable collaboration interespèces. Et si la Terre faisait également partie d'un ensemble? Dès lors, toutes les prétentions de l'homme par rapport aux autres espèces apparaissent inappropriées. Sur Terre, tout est vie. Perdu au fin fond du cosmos, l'être humain partage une planète anodine avec des millions d'autres espèces, toutes uniques et fascinantes, dont il dépend entièrement pour son bien-être et pour sa survie. Poussière dans cette immensité, l'être humain ne semble pas si exceptionnel. Il n'est pas le seul être intelligent, pas le plus rapide, pas le plus fort et ni le plus grand. Et pourtant, en suivant sa propre voie, l'humain a maîtrisé les éléments, repoussé ses prédateurs, combattu la faim et la maladie, pour survivre, puis s'épanouir, et enfin,
conquérir. Il a inventé la philosophie, l'art, la science, il a développé l'altruisme, changé l'échelle de sa portée et le volume de sa communication, de ses échanges et de sa réflexion. Il s'est imposé des valeurs, une morale, une éthique. Progressivement, il a aussi inventé la religion, le commerce, la politique, mais également la discrimination, la haine et la torture. Il est un individu qui envisage tout ce qui l'entoure comme une opportunité de consommer, qu'il s'agisse d'objets, d'activités ou d'autres individus, dans une recherche de plaisir. Il est acteur de la destruction des terres et des mers, l'exploitation des autres espèces en même temps que la sienne. L'homme a réussi la prouesse de souiller les plus hauts sommets du monde et les plus profonds océans, l'intérieur des espèces et l'extérieur de sa planète. Chaque année, il laisse mourir près de 9 millions d'enfants de moins de 5 ans et détruit 13 millions d'hectares de forêt. L'homme semble privilégier la croyance au savoir, l'avoir à l'être et l'image du bonheur au bonheur lui-même. Il se pense maître de tout mais ne se maîtrise pas. Il est la seule espèce à avoir développé la capacité de détruire son propre environnement, sans avoir développé la sagesse de ne pas le faire. L'humain si précoce est encore immature, capable du meilleur comme du pire. Parviendra-t-il à l'âge de raison, avant d'avoir brûlé sa propre maison ? Au moment où l'humanité se prépare à affronter la plus grande crise de son histoire, où son existence même est en jeu, face à la collision inévitable entre le crash économico-financier et le crash écologique et sanitaire, et où les mesures préventives et réparatrices s'avèrent inefficaces ou impossibles à mettre en œuvre, il serait fatal de le laisser de côté le forçage technologique comme l'unique recours pour sauver l'espèce humaine, au prix peut-être de cette fragilité et de l'infinitude qui fait sa grandeur. La Terre est là, elle y restera. Mais nous, où serons-nous quand elle ne sera plus faite pour nous ? Quelle sera l'espèce, après nous, à fouiller les sols pour comprendre ce qui nous est arrivé ?